Le monde perdu, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Tout autour de nous, des héroïsmes. Monsieur Hungerton, son père, n'avait pas de rival sur la terre pour le manque de tact. Imaginez un cacatoès duveteux, plumeux, malpropre, aimable certes, mais qui aurait centré le monde sur sa sotte personne. Si quelque chose avait pu m'éloigner de Gladys, ça aurait été la perspective d'un pareil beau-père. 3 jours par semaine, je venais aux Chestnuts, et il croyait dans le fond de son cœur que j'y étais attiré uniquement par le plaisir de sa société. Surtout pour l'entendre discourir sur le bimétallisme, il traitait ce sujet avec une autorité croissante. Un soir, j'écoutais depuis plus d'1 heure son ramage monotone. La mauvaise monnaie qui chasse la bonne, la valeur symbolique de l'argent, la dépréciation de la roupie, ce qu'il appelait le vrai taux d'échange, tout y passait. « Supposez, s'écria-t-il soudain avec une véhémence contenue, que l'on batte partout le rappel simultané de toutes les dettes et que soit exigé leur remboursement immédiat. Étant donné notre situation présente, que se produirait-il » J'eus le malheur de lui répondre par une vérité d'évidence, à savoir que je serais ruiné. Sur quoi il bondit de son fauteuil et me reprocha ma perpétuelle légèreté qui, dit-il, rendait impossible toute discussion sérieuse. Claquant la porte, il quitta la pièce. D'ailleurs, il avait à s'habiller pour une réunion maçonnique. Enfin, je me trouvais seul avec Gladys. Le moment fatal était arrivé. Toute cette soirée, j'avais éprouvé les sentiments alternés d'espoir et d'horreur du soldat qui attend le signal de l'attaque. Elle était assise. Son profil fier, délicat, se détachait avec noblesse sur le rideau rouge. Qu'elle était belle. Belle, mais inaccessible aussi, hélas. Nous étions amis, très bons amis. Toutefois, je n'avais pu me hasarder avec elle au-delà d'une camaraderie comparable à celle qui m'aurait lié tout aussi bien avec l'un de mes confrères reporters à la Daily Gazette. Une camaraderie parfaitement sincère, parfaitement amicale, parfaitement asexuée. Il est exact que tous mes instincts se hérissent devant les femmes qui se montrent trop sincères, trop aimables. De tels excès ne plaident jamais en faveur de l'homme qui en est l'objet. Lorsque s'ébauche d'un sexe à l'autre un vrai sentiment, la timidité et la réserve lui font cortège, par réaction contre la perverse antiquité où l'amour allait trop souvent de pair avec la violence. Une tête baissée, le regard qui se détourne, la voix qui se meurt, des tressaillements, voilà les signes évidents d'une passion. Et non des yeux hardis ou un bavardage impudent. Je n'avais pas encore beaucoup vécu, mais cela je l'avais appris. À moins que je ne l'eusse hérité de cette mémoire de la race que nous appelons instinct. Toutes les qualités de la femme s'épanouissaient en Gladys. Certains la jugeaient froide et dure, mais c'était trahison pure. Cette peau délicatement bronzée au teint presque oriental, ses cheveux noirs et brillants, ses grands yeux humides, ses lèvres charnues mais raffinées, réunissaient tous les signes extérieurs d'un tempérament passionné. Pourtant, jusqu'ici, j'avais été incapable de l'émouvoir. N'importe, quoi qu'il pût advenir, ce soir même, j'irai jusqu'au bout. Fini les hésitations. Après tout, elle ne pourrait faire pis que se refuser. Et mieux valait être amoureux et conduit qu'un frère agréé. Mes pensées m'avaient conduit jusque-là,
et j'allais rompre un silence long et pénible quand 2 yeux noirs sévères me fixèrent. Je vis alors, sous l'effet d'une réprobation souriante, se contracter le fier visage que j'aimais. « Je crois deviner ce que vous êtes sur le point de me proposer, Ned, » me dit-elle. « Je souhaite que vous n'en fassiez rien car l'actuel état des choses me plaît davantage. » J'approchai ma chaise. « Voyons, comment savez-vous ce que j'étais sur le point de vous proposer ?»« Comme si les femmes ne savaient pas toujours. Une femme se laisse-t-elle jamais prendre au dépourvu, mais... Oh, Ned, notre amitié a été si bonne et agréable. Ce serait tellement dommage de la gâcher. Ne trouvez-vous pas merveilleux qu'un jeune homme et qu'une jeune fille puissent se parler aussi librement que nous l'avons fait ? Peut-être, Gladys, mais vous comprenez, je peux parler très librement aussi avec un chef de gare. Je me demande encore pourquoi cet honorable fonctionnaire s'introduisit dans notre débat, mais son immixtion provoqua un double éclat de rire. Ah, et cela ne me satisfait pas le moins du monde. Je veux mes bras autour de vous, votre tête sur ma poitrine, et... Oh, Gladys, je veux... Comme elle vit que j'allais passer à la démonstration de quelques-uns de mes vœux, elle se leva de sa chaise. « Vous avez tout gâché, Ned. Tant que cette sorte de chose n'intervient pas, tout est si beau, si normal. Quel malheur! Pourquoi ne pouvez-vous pas garder votre sang-froid ? Cette sorte de chose, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est la nature, c'est l'amour. Eh bien, si nous nous aimions tous deux, ce serait différent. Mais je n'ai jamais aimé. Mais vous devez aimer. Vous, avec votre beauté, avec votre âme. Gladys, vous êtes faite pour l'amour, vous devez aimer. Encore faut-il attendre que l'amour vienne. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas m'aimer, Gladys ? Est-ce ma figure qui vous déplaît ou quoi ? Elle se décontracta un peu. Elle étendit la main dans quel gracieux mouvement et l'appuya sur ma nuque pour contempler avec un sourire pensif le visage que je levais anxieusement vers elle. « Non, ce n'est pas cela. Vous n'êtes pas naturellement vaniteux. Aussi, puis-je vous certifier en toute sécurité que ce n'est pas cela, c'est plus profond. Alors, mon caractère ?» Elle secoua la tête sévèrement, affirmativement. « Que puis-je faire pour le corriger ? Asseyez-vous et parlons. Non, réellement, je me tiendrai tranquille si seulement vous vous asseyez. » Elle me regarda avec une surprenante défiance qui me transperça le cœur. Oh, plutôt ciel qu'elle fût restée sur le ton de la confidence. Que tout cela paraît grossier, bestial même, quand on l'écrit noir sur blanc. Mais peut-être est-ce là un sentiment qui m'est personnel. Finalement, elle s'assit. « Maintenant, dites-moi ce qui ne vous plaît pas en moi. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. » « De personne en particulier, » m'expliqua-t-elle en riant du désarroi qu'elle lut sur ma physionomie. « Seulement d'un idéal. Je n'ai jamais rencontré l'homme qui pourrait personnifier cet idéal. »« Dites-moi à quoi il ressemble, parlez-moi de lui. »« Oh, il pourrait très bien vous ressembler. » Je vous chéris pour cette parole. Bon, que fait-il que je ne fasse pas ? Prononcez hardiment le mot. Serait-il anti-alcoolique, végétarien, aéronaute, théosophe, surhomme ? Si vous consentiez à me donner une idée de ce qui pourrait vous plaire, Gladys, je vous jure que je m'efforcerais de la réaliser. L'élasticité de mon tempérament la fit sourire. D'abord, je ne pense pas que mon idéal s'exprimerait comme vous. Il serait un homme plus dur, plus ferme, qui ne se déclarerait pas prêt si vite à se conformer aux caprices d'une jeune fille. Mais par-dessus tout, il serait un homme d'action, capable de regarder la mort en face et de ne pas en avoir peur. Un homme qui accomplirait de grandes choses à travers des expériences peu banales. Jamais je n'aimerais un homme en tant qu'homme, mais toujours j'aimerais les gloires qu'il ceindrait comme des lauriers autour de sa tête, car ces gloires se réfléchiraient sur moi. Pensez à Richard Burton. Quand je lis la vie de sa femme, comme je comprends qu'elle l'ait aimée, et Lady Stanley. Avez-vous lu le dernier et magnifique chapitre de ce livre sur son mari ? Voilà le genre d'homme qu'une femme peut adorer de toute son âme, puisqu'elle est honorée par l'humanité entière comme une aspiratrice d'actes nobles. Son enthousiasme l'embellissait. Pour un rien, j'aurais mis un terme à notre discussion, mais je me contins et me bornai à répliquer « Nous ne pouvons pas être tous des Stanley ni des Burton. »
En outre, nous n'avons pas la chance de pouvoir le devenir. Du moins, à moi, l'occasion ne s'est jamais présentée. Si elle se présentait un jour, j'essaierais de la saisir au vol. Mais tout autour de vous, il y a des occasions. Et je reconnaîtrai justement l'homme dont je vous parle au fait que c'est lui qui saisit sa propre chance. Personne ne pourrait l'en empêcher. Jamais je ne l'ai rencontré et cependant il me semble que je le connais si bien. Tout autour de nous, des héroïsmes nous invitent. Aux hommes, il appartient d'accomplir des actes héroïques. Aux femmes, de leur réserver l'amour pour les en récompenser. Rappelez-vous ce jeune Français qui est monté en ballon la semaine dernière. Le vent soufflait en tempête. Mais comme son vol était annoncé, il a voulu partir quand même. En 24 heures, le vent l'a poussé sur 2500 kilomètres. Savez-vous où il est tombé ? En Russie, en plein milieu de la Russie. Voilà le type d'homme dont je rêve. Songez à la femme qu'il aime, songez comme cette femme a dû être enviée par combien d'autres femmes. Voilà ce qui me plairait, qu'on m'envie mon mari. J'en aurais fait autant pour vous plaire. Mais vous n'auriez pas dû le faire tout bonnement pour me plaire. Vous auriez dû le faire parce que vous n'auriez pas pu vous en empêcher, parce que ça aurait été de votre part un acte naturel, parce que la virilité qui est en vous aurait exigé de s'exprimer par l'héroïsme. Tenez, quand vous avez fait le reportage sur l'explosion dans les mines de Wigan, vous auriez dû descendre et aider les sauveteurs malgré la moffette. Je suis descendu. Vous ne l'avez pas raconté. Ça ne valait pas la peine d'en parler. Je ne le savais pas. Elle me gratifia d'un regard intéressé et murmura « De votre part, c'était courageux. » J'y étais obligé. Quand un journaliste veut faire de la bonne copie, il faut bien qu'il se trouve à l'endroit où se passent les événements. Quel prosaïsme! Nous voilà loin évidemment du romanesque, de l'esprit d'aventure. Cependant, quel qu'ait été le mobile qui vous a inspiré, je suis heureuse que vous soyez descendu dans cette mine. Elle me donna sa main, mais avec une telle douceur et une telle dignité que je ne sus que m'incliner vers elle et la baiser délicatement. J'avoue que je suis une femme un peu folle avec des caprices de jeune fille. Et pourtant, ces caprices sont si réels, font tellement partie de moi, que ma vie s'y conformera. Si je me marie, j'épouserai un homme célèbre. Et pourquoi pas ? Ce sont des femmes comme vous qui exaltent les hommes. Donnez-moi une chance, et vous verrez si je ne la saisis pas. D'ailleurs, comme vous l'avez souligné, les hommes doivent susciter leur propre chance, sans attendre qu'elle leur soit offerte. Considérez Clive, un petit secrétaire, et il a conquis les Indes. Par Jupiter, je ferai quelque chose dans ce monde, moi aussi. Le bouillonnement de mon sang irlandais la fit rire. Et pourquoi pas ? Vous possédez tout ce qu'un homme peut souhaiter. La jeunesse, la santé, la force, l'instruction, l'énergie. J'étais désolé que vous parliez. Mais à présent, je me réjouis que vous ayez parlé. Oui, j'en suis très heureuse. Si notre entretien a éveillé en vous une volonté, et si je... Comme un velours tiède, sa main se posa sur mes lèvres. Plus un mot, monsieur. Vous devriez être à votre bureau depuis une demi-heure déjà pour votre travail du soir. Mais je n'avais pas le cœur à vous le rappeler. Un jour, peut-être, si vous vous êtes taillé une place dans le monde, nous reprendrons cette conversation. Voilà les paroles sur lesquelles, par une brumeuse soirée de novembre, je courus à la poursuite du tram de Camberwell. J'avais la tête en feu, le cœur en fête. Je pris la décision que 24 heures ne s'écouleraient pas sans que j'eusse inventé l'occasion de réaliser un exploit digne de madame. Mais qui aurait imaginé la forme incroyable que cet exploit allait revêtir, ainsi que les invraisemblables péripéties auxquelles j'allais être mêlé. Oui, il se peut que ce premier chapitre donne l'impression qu'il n'a rien à voir avec mon récit. Pourtant, sans lui, il n'y aurait pas de récit. Quand un homme s'en va de par le monde avec la conviction que tout autour de lui, des actes héroïques l'invitent, quand il est possédé du désir forcené de réaliser le premier qui se présentera, c'est alors qu'il rompt, comme je l'ai fait, avec la vie quotidienne, et qu'il s'aventure au merveilleux pays des crépuscules mystiques où le guettent les grands exploits et les plus hautes récompenses. Me voyez-vous dans mon bureau de la Daily Gazette, dont je n'étais qu'un rédacteur insignifiant, tout animé de ma fraîche résolution ? Cette nuit,
Cette nuit même, je trouverai l'idée d'une enquête digne de ma Gladys. Bien sûr, vous vous demandez si ce n'était pas par dureté de cœur, par égoïsme, qu'elle me poussait à risquer ma vie pour sa seule gloire. De telles suppositions peuvent ébranler un homme mûr, mais pas un instant elles n'effleurèrent un garçon de 23 ans, enfiévré par son premier amour. Chapitre 2. Essayez votre chance avec le professeur Challenger. J'ai toujours aimé McArdle, notre vieux rédacteur en chef grognon, voûté, rouquin. J'avais l'espoir qu'il m'aimait aussi. Bien sûr, Beaumont était le vrai patron, mais il vivait dans l'atmosphère raréfiée d'un Olympe particulier d'où il ne distinguait rien en dehors d'une crise internationale ou d'une dislocation ministérielle. Parfois, nous le voyions passer dans sa majesté solitaire pour se rendre à son sanctuaire privé. Il avait les yeux vagues car son esprit errait dans les Balkans ou au-dessus du golfe Persique. Il nous dominait de très haut, de si haut qu'il était à part. Mais McArdle était son premier lieutenant, et c'était lui que nous connaissions. Lorsque je pénétrai dans son bureau, le vieil homme me fit un signe de tête et remonta ses lunettes sur son front dégarni. « Monsieur Malone, il me semble que, d'après tout ce qui m'est rapporté à votre sujet, vous travaillez très bien. » Je le remerciai. « L'explosion dans les mines, c'était excellent. Excellent aussi, l'incendie à Southwark. Vous êtes doué pour la description. Pourquoi désirez-vous me voir ?»« Pour vous demander une faveur. » Il parut inquiet. Ses yeux se détournèrent des miens. « Tut. De quoi s'agit-il » ? Pensez-vous, monsieur, que vous pourriez m'envoyer sur une grande enquête, me confier une mission pour le journal ? Je ferai de mon mieux pour la réussir et vous rapporter de la bonne copie. « Quel genre de mission avez-vous en tête, monsieur Malone ?»« Mon Dieu, monsieur, n'importe quoi qui cumule l'aventure et le danger. Réellement, je ferai de mon mieux. Plus ce serait difficile, mieux cela me conviendrait. » « On dirait que vous avez très envie de risquer votre vie. »« De la justifier, monsieur. »« Oh. Voici qui est, monsieur Malone, très excessif. J'ai peur que l'époque pour ce genre de travail ne soit révolue. Les frais que nous engageons pour un envoyé spécial sont généralement supérieurs aux bénéfices qu'en tire le journal. Et puis, naturellement, de telles missions sont uniquement octroyées à des hommes expérimentés, dont le nom représente une garantie pour le public qui nous fait confiance. Regardez la carte, les grands espaces blancs qui y figurent sont en train de se remplir, et nulle part il ne reste de place pour le romanesque. Attendez pourtant. Un sourire imprévu éclaira son visage. Il réfléchit, puis... En vous parlant de ces grands espaces blancs sur la carte, une idée m'est venue. Pourquoi ne démasquerions-nous pas un fraudeur, un Munchausen moderne, et n'exposerions-nous pas ces ridicules ? Vous pourriez le présenter au public pour ce qu'il est, c'est-à-dire un menteur. Ça ne serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'importe quoi, n'importe où, ça m'est égal. McArdle se plongea dans une longue méditation, d'où il sortit pour murmurer « Je me demande si vous pourriez avoir des rapports amicaux, ou même des rapports tout court avec ce phénomène. Il est vrai que vous paraissez posséder un vague génie pour vous mettre bien avec les gens. Appelons ça de la sympathie, ou un magnétisme animal, ou la vitalité de la jeunesse, ou je ne sais quoi. Moi-même, je m'en rends compte. » Vous êtes très aimable, monsieur. Dans ces conditions, pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance auprès du professeur Challenger de Enmore Park ? Je conviens que je fus momentanément désarçonné. Challenger ? Le professeur Challenger, le zoologiste célèbre ? Celui qui fracassa le crâne de Blundell du télégraphe ? Mon rédacteur en chef me dédia son plus large sourire. Et après ? Ne m'avez-vous pas dit que vous cherchiez des aventures ? Je m'empressai de rectifier.
En rapport avec mon travail, monsieur. Et que vous dis-je d'autre? Je ne suppose pas qu'il soit toujours aussi violent. Il est probable que Blundell l'a pris au mauvais moment ou maladroitement. Peut-être aurez-vous plus de chance ou plus de tact en le maniant. Je discerne là quelque chose qui vous irait comme un gant et dont la Daily Gazette pourrait profiter. Je ne sais rien du tout sur lui. Je me rappelle son nom parce qu'il a comparu devant le tribunal pour avoir frappé Blundell. J'ai quelques renseignements pour votre information, monsieur Malone. J'ai tenu le professeur à l'œil pendant quelque temps. Alors, voici un résumé biographique. Je vais vous en donner rapidement connaissance. Challenger, George Edward, né à Largs en 1863, a fait ses études à l'Académie de Largs et à l'Université d'Édimbourg. Assistant au British Museum en 1892, conservateur adjoint de la section d'anthropologie comparée en 1893, démissionné la même année à la suite d'une correspondance acerbe, lauréat de la médaille Creston pour recherche zoologique, membre étranger de toutes sortes de sociétés. Il y en a plusieurs lignes imprimées en petit. Société belge, Académie américaine des sciences, La Plata, etc. Ex-président de la Société de paléontologie, section H, British Association, et j'en passe. Publication. Alors, quelques observations sur une collection de crânes Kalmouk. Grande ligne de l'évolution des vertébrés. Et de nombreux articles de revue, parmi lesquels l'erreur de base de la théorie de Weissmann, qui a suscité de chaudes discussions au congrès zoologique de Vienne. Alors, distraction favorite, la marche à pied, l'alpinisme, adresse Enmore Park, Kensington, Ouest. Et prenez ce papier avec vous. Ce soir, je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je mis le papier dans ma poche. « Une minute, monsieur », dis-je en réalisant soudain que j'avais encore devant moi une tête rose et non un dangereux sanguin. Je ne vois pas très bien pourquoi j'interviewerais ce professeur. Qu'a-t-il fait ? Il est allé en Amérique du Sud. Une expédition solitaire il y a 2 ans. Rentré l'année dernière, indiscutablement, s'est bien rendu en Amérique du Sud, mais a refusé de dire où exactement. A commencé à raconter ses aventures d'une manière imprécise. Mais quelqu'un s'est mis à lui chercher des poux dans la tête et il s'est refermé comme une huître. Il a trouvé je ne sais quoi de merveilleux, à moins qu'il ne soit le champion du monde des menteurs, ce qui est l'hypothèse la plus probable. A produit quelques photographies en mauvais état, qu'on suppose truquées. Est devenu si susceptible qu'il boxe le premier venu qu'il interroge et balance les journalistes dans l'escalier. Selon moi, c'est un mégalomane qui a d'égales dispositions pour le meurtre et pour la science. Tel est votre homme, monsieur Malone. Allez, maintenant filez, et voyez ce que vous pouvez en tirer. Vous êtes assez grand pour vous défendre. De toute façon, vous n'avez rien à craindre. Il y a une loi sur les accidents du travail, n'est-ce pas ? Il ne me restait plus qu'à me retirer. Je sortis donc, et je me dirigeai vers le club des sauvages. Mais au lieu d'y pénétrer, je m'accoudai sur la balustrade d'Adelphi Terrasse, où je demeurai un long moment à regarder couler l'eau brune, huileuse. À ciel ouvert, je pense toujours plus sainement et mes idées sont plus claires. Je sortis de ma poche la notice sur le professeur Challenger, et je la relus à la lumière du lampadaire. C'est alors que j'eus une inspiration, je ne peux pas trouver un autre mot. D'après ce que je venais d'entendre, j'étais certain que je ne pourrais jamais approcher le hargneux professeur en me présentant comme journaliste. Mais les manifestations de sa mauvaise humeur, 2 fois mentionnées dans sa biographie, pouvaient simplement signifier qu'il était un fanatique de la science. Par ce biais, ne me serait-il pas possible d'entrer en contact avec lui ? J'essaierai. J'entrai dans le club. Il était 11 heures passées. La grande salle était presque pleine, mais on ne s'y bousculait pas encore. Je remarquai au coin du feu un homme grand, mince, anguleux, assis dans un fauteuil. Lorsque j'approchai une chaise, il se retourna. C'était exactement l'homme qu'il me fallait. Il s'appelait Tarp Henry. Il appartenait à l'équipe de Nature. Sous son aspect desséché, parcheminé, il témoignait aux gens qu'il connaissait une gentille compréhension. Immédiatement, j'entamai le sujet qui me tenait au cœur. « Qu'est-ce que vous savez du professeur Challenger ?»
Challenger? Challenger est l'homme qui est rentré d'Amérique du Sud avec une histoire jaillie de sa seule imagination. Quelle histoire? Oh, une grossière absurdité à propos de quelques animaux bizarres qu'il aurait découverts. Je crois que depuis, il s'est rétracté. En tout cas, il n'en parle plus. Il a donné une interview à l'agence Reuters. Et ses déclarations ont soulevé un tel tollé qu'il a compris que les gens ne marcheraient pas. Ce fut une affaire plutôt déshonorante. Il y eut 2 ou 3 personnes qui paraissaient disposées à le prendre au sérieux, mais il n'a pas tardé à les en dissuader. Comment ça? Eh ben, il les a rebutés par son insupportable grossièreté, par des manières impossibles. Tenez, le pauvre vieux Wadley de l'Institut de zoologie. Wadley lui envoie ce message. Le président de l'Institut de zoologie présente ses compliments au professeur Challenger et considérerait comme une faveur particulière s'il consentait à lui faire l'honneur de participer à sa prochaine réunion. La réponse a été impubliable. Dites-la moi. Ouais, voici une version expurgée. Le professeur Challenger présente ses compliments au président de l'Institut de zoologie et considérerait comme une faveur particulière s'il allait se faire... Mon Dieu. Ouais, je crois que c'est ainsi que le vieux Wadley traduisit sa réponse. Je me rappelle ses lamentations à la Réunion. En 50 années d'expérience de relations scientifiques, ça l'a pratiquement achevé. Rien de plus sur Challenger? Vous savez, moi, je suis un bactériologiste. Je vis penché sur un microscope qui grossit 900 fois. Il me serait difficile de dire que je tiens compte sérieusement de ce que je vois à l'œil nu. Je suis un frontalier qui vagabonde sur l'extrême bord du connaissable. Alors je me sens tout à fait mal à l'aise quand je quitte mon microscope et que j'entre en rapport avec vous autres, créatures de grande taille, rudes et pataudes. Je suis trop détaché du monde pour parler des choses à scandale. Cependant, au cours de réunions scientifiques, j'ai entendu discuter de Challenger, car il fait partie des célébrités, que nul n'a le droit d'ignorer. Il est aussi intelligent qu'on le dit. Imaginez une batterie chargée de force et de vitalité, mais... c'est un querelleur, un maniaque mal équilibré, un homme peu scrupuleux. Il est allé jusqu'à truquer quelques photographies relatives à son histoire d'Amérique du Sud. Un maniaque, dites-vous? Quelle manie particulière? Il y en a des milliers, mais la dernière en date a trait à Weissmann et à l'évolution. Elle a déclenché un beau vacarme à Vienne, je crois. Vous ne pouvez pas me donner des détails précis? Pas maintenant, mais une traduction des débats existe. Nous l'avons au bureau. Si vous voulez y passer. Oui, c'est justement ce que je désirerais. Il faut que j'interviewe ce type, et j'ai besoin d'un fil conducteur. Ce serait vraiment chic de votre part si vous me le procuriez. En admettant qu'il ne soit pas trop tard, j'irai bien tout de suite à votre bureau avec vous. Une demi-heure plus tard, j'étais assis dans le bureau de Tarp Henry, avec devant moi un gros volume ouvert à l'article « Weissmann contre Darwin ». En sous-titre « Fougueuse protestation à Vienne, débat animé ». Mon éducation scientifique ayant été quelque peu négligée, j'étais évidemment incapable de suivre de près toute la discussion. Mais il m'apparut bientôt que le professeur anglais avait traité son sujet d'une façon très agressive et avait profondément choqué ses collègues du continent. Protestations, rumeurs, adresse générale au président, telles furent les 3 premières parenthèses qui me sautèrent aux yeux. Mais le reste me sembla aussi intelligible que du chinois. « Pourriez-vous me le traduire ?» demandai-je sur un ton pathétique à mon collaborateur occasionnel. « C'est déjà une traduction, voyons. » Alors j'aurais peut-être plus de chance avec l'original. « Dame, pour un profane, c'est assez calé. » Si seulement je pouvais découvrir une bonne phrase pleine de sucre qui me communiquerait quelque chose ressemblant à une idée précise, cela me serait utile. Ah, tenez, celle-là fera l'affaire. Je crois vaguement la comprendre. Je la recopie. Elle me servira à accrocher ce terrible professeur. Je ne peux rien de plus pour vous ? Si, ma foi. Je me propose de lui écrire. Si vous m'autorisiez à écrire ma lettre d'ici et à donner votre adresse, l'atmosphère serait créée. Pour que ce phénomène vienne ici, fasse un scandale et casse le mobilier ? Non, pas du tout. Vous allez voir la lettre. Elle ne suscitera aucune bagarre, je vous le promets. Eh bien, prenez mon bureau, mon fauteuil. Vous trouverez là du papier, je préfère vous censurer avant que vous n'alliez à la poste. Elle me donna du mal, cette lettre. Mais je peux certifier sans me flatter qu'elle était joliment bien tournée. Je la lus fièrement à mon censeur.
Cher professeur Challenger, l'humble étudiant en histoire naturelle que je suis a toujours éprouvé le plus profond intérêt pour vos spéculations touchant les différences qui séparent Darwin de Weismann. J'ai eu récemment l'occasion de me rafraîchir la mémoire en relisant Infernal menteur. Votre magistrale communication à Vienne. Cette déclaration lucide et en tout point admirable me paraît clore le débat. Elle contient cependant une phrase que je cite. « Je proteste vigoureusement contre l'assertion intolérable et purement dogmatique que chaque élément séparé est un microcosme en possession d'une architecture historique élaborée lentement à travers des séries de générations. » Ne désireriez-vous pas, en vue de recherches ultérieures, modifier cette déclaration? Ne croyez-vous pas qu'elle est trop catégorique? Avec votre permission, je vous demanderai la faveur d'un entretien, car il s'agit d'un sujet que je sens très vivement, et j'aurai certaines suggestions à vous faire, que je pourrai seulement présenter dans une conversation privée. Avec votre consentement, j'espère avoir l'honneur d'être reçu chez vous à 11h du matin, après-demain, mercredi. Avec l'assurance de mon profond respect, je reste monsieur, votre très sincère, Edward D. Malone. Comment trouvez-vous cela? Si votre conscience ne vous fait pas de reproches. Dans ces cas-là, jamais. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Me rendre là-bas. Une fois que je serai chez lui, je trouverai bien une ouverture. Je peux aller jusqu'à une confession complète. Si c'est un sportif, ça ne lui déplaira pas. Ah, vous croyez ça? Revêtez alors une cotte de maille ou un équipement pour le rugby américain, ça vaudra mieux. Eh bien, mon cher, bonsoir. J'aurai mercredi matin la réponse que vous espérez, s'il daigne vous répondre. C'est un tempérament violent, dangereux, hargneux, détesté par tous ceux qui ont eu affaire à lui. La tête de turc des étudiants, pour autant qu'ils osent prendre une liberté avec lui. Peut-être aurait-il été préférable pour vous que vous n'ayez jamais entendu prononcer son nom. Chapitre 3. Un personnage parfaitement impossible. L'espoir ou la crainte de mon ami ne devait pas se réaliser. Quand je passai le voir mercredi, il y avait une lettre timbrée de West Kensington. Sur l'enveloppe, mon nom était griffonné par une écriture qui ressemblait à un réseau de fils de fer barbelés. Je l'ouvris pour la lire à haute voix à Tarp Henry. « Monsieur, j'ai bien reçu votre billet par lequel vous affirmez souscrire à mes vues. Apprenez d'abord qu'elles ne dépendent pas d'une approbation quelconque de vous ou de n'importe qui. Vous avez aventuré le mot spéculation pour qualifier ma déclaration sur le darwinisme, et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'un tel mot dans une telle affaire est offensant jusqu'à un certain point. Toutefois, le contexte me convainc que vous avez péché plutôt par ignorance et manque de tact que par malice. Aussi, je ne me formaliserai pas. Vous citez une phrase isolée de ma conférence, et il apparaît que vous éprouvez de la difficulté à la comprendre. J'aurais cru que seule une intelligence au-dessous de la moyenne pouvait avoir du mal à en saisir le sens. Mais si réellement elle nécessite un développement, je consentirai à vous recevoir à l'heure indiquée, bien que je déteste cordialement les visites et les visiteurs de toute espèce. Quant à votre hypothèse que je pourrais modifier mon opinion, sachez que je n'ai pas l'habitude de le faire une fois que j'ai exprimé délibérément des idées mûries. Vous voudrez bien montrer cette enveloppe à mon domestique Austin quand vous viendrez, car il a pour mission de me protéger contre ces canailles indiscrètes qui s'appellent journalistes. Votre dévoué George Edward Challenger. Le commentaire qui tomba des lèvres de Tarp Henry fut bref. Il y a un nouveau produit, la cuticura ou quelque chose comme ça, qui est plus efficace que l'arnica. Les journalistes ont vraiment un sens extraordinaire de l'humour. Il était près de 10h30 quand le message me fut remis, mais un taxi me fit arriver en temps voulu pour mon rendez-vous. Il me déposa devant une imposante maison à portique. Aux fenêtres, de lourds rideaux défendaient le professeur contre la curiosité publique.
Tout l'extérieur indiquait une opulence certaine. La porte me fut ouverte par un étrange personnage au teint basané, sans âge. Il portait une veste noire de pilote et des guêtres de cuir fauve. Je découvris plus tard qu'il servait de chauffeur, mais que, également, il comblait les trous dans la succession de maîtres d'hôtel très éphémères. Son œil bleu clair, inquisiteur en diable, me dévisagea. « Convoqué ?» me demanda-t-il. « Un rendez-vous. »« Avez-vous votre lettre ?» Je lui montrai l'enveloppe. « Ah, ça va. » Il semblait avare de paroles. Je le suivis dans le corridor, mais je fus assailli au passage par une petite bonne femme qui jaillit de la porte de la salle à manger. Elle était vive et pétillante. Elle avait les yeux noirs. Elle inclinait davantage vers le type français que vers le type anglais. « Un instant, attendez, Austin. Rentrez par ici, monsieur. Puis-je vous demander si vous avez déjà rencontré mon mari ?»« Non, madame, je n'ai pas eu cet honneur. »« Alors d'avance, je vous présente des excuses. Je dois vous prévenir qu'il est un personnage parfaitement impossible, absolument impossible. Vous voilà averti, tenez-en compte. »« C'est très aimable à vous, madame. »« Quittez rapidement la pièce s'il paraît disposé à la violence. Ne perdez pas votre temps à vouloir discuter avec lui. » Plusieurs visiteurs ont couru ce risque. Ils ont été abîmés plus ou moins gravement. Il s'ensuit toujours un scandale public qui nous éclabousse tous, et moi en particulier. Je suppose que ce n'est pas à propos de l'Amérique du Sud que vous désirez le voir. Comment mentir à une dame ? Mon Dieu, c'est le sujet le plus dangereux. Vous ne croirez pas un mot de ce qu'il vous dira. J'en suis sûre, je n'en serais pas surprise. Mais ne le lui faites pas voir, car sa violence atteindrait son paroxysme. Faites semblant de le croire, peut-être alors tout se passera bien. Rappelez-vous qu'il y croit lui-même. Je m'en porte garante. Il n'y a pas plus honnête que lui. Mais je vous quitte. Autrement, ses soupçons pourraient s'éveiller. Si vous sentez qu'il devient dangereux, réellement dangereux, alors sonnez la cloche et échappez-lui jusqu'à ce que j'arrive. Généralement, même dans ses pires moments, je parviens à l'apaiser. » Ce fut sur ces propos très encourageants que la dame me remit aux mains du taciturne Austin, qui, comme la discrétion statufiée en bronze, avait attendu la fin de notre entretien. Il me conduisit au bout du corridor. Là, il y eut d'abord un petit coup à la porte. Ensuite, émis de l'intérieur un beuglement de taureau. Enfin, seul à seul, le professeur Challenger et votre serviteur. Il était assis sur un fauteuil tournant derrière une large table couverte de livres, de cartes, de schémas. Il fit virer de 180 degrés son siège lorsque j'entrai. Le choc de son apparition me cloua sur place. Je m'étais préparé à un spectacle étrange, certes, mais cette personnalité formidable, accablante, irrésistible, son volume vous coupait le souffle, son volume et sa stature imposante. Il avait une tête énorme. Je n'en avais jamais vu d'aussi grosse qui couronna un être humain. Je suis sûr que son haut de forme, si je m'étais hasardé à m'en coiffer, me serait tombé sur les épaules. Tout de suite, j'associai son visage et sa barbe à l'image d'un taureau d'Assyrie. Sur le visage Rubicon, la barbe était si noire qu'elle avait des reflets bleus. Mais elle était taillée en forme de bêche et elle descendait jusqu'au milieu du buste. Sur son front massif, les cheveux retombaient bien cosmétiqués en un long accroche-cœur. Les yeux gris-bleu s'abritaient sous de grandes touffes noires. Ils étaient très clairs, très dédaigneux, très dominateurs. Au-dessus de sa table émergeaient encore des épaules immensément larges et un torse comme une barrique. Ah, j'oublie les mains, énormes, velues. Cette image, associée à une voix beuglante, rugissante, grondante, constitua la première impression que je reçus du réputé professeur Challenger. « Alors, dit-il en me couvrant d'un regard insolent, qu'est-ce que vous me voulez, vous ? » Il fallait bien que je persévérasse un moment dans ma supercherie, sinon j'étais proprement éjecté. « Vous avez été assez bon, monsieur, pour m'accorder un rendez-vous.
dis-je de mon air le plus humble en présentant mon enveloppe. Il s'en empara, déplia la lettre et l'étira sur sa table. « Oh, vous êtes ce jeune homme incapable de comprendre votre langue maternelle, n'est-ce pas? Et cependant assez bon pour approuver mes conclusions générales, d'après ce que j'ai compris. » « C'est cela, monsieur, tout à fait cela. » J'étais très positif. « Eh bien, voilà qui consolide grandement ma position, hein. Votre âge et votre mine confirment doublement la validité de votre appui. Tout de même, vous valez mieux que ce troupeau de porcs viennois dont le grognement grégaire n'est pas plus désobligeant en fin de compte que la hargne solitaire du pourceau britannique. » Il me lança un regard qui me fit comprendre qu'il me tenait pour le représentant actuel de cette espèce. « Leur conduite me semble avoir été abominable, » hasardai-je. « Je vous assure que je suis capable de me battre tout seul et que votre sympathie m'indiffère totalement. Laissez-moi seul, monsieur, seul, le dos au mur. C'est alors que G.E.C. est l'homme le plus heureux du monde. Bien, monsieur, faisons ce que nous pouvons l'un et l'autre pour écourter cette visite. Elle ne vous offrira pas grand-chose d'agréable, et pour moi elle m'ennuie au-delà de toute expression. Vous aviez, à vous en croire, des commentaires à ajouter à la proposition que j'ai formulée dans ma thèse. » Ces méthodes étaient empreintes d'une brutalité directe qui rendait difficile tout échappatoire. Pourtant, je devais continuer à jouer le jeu, jusqu'à ce que j'entrevisse une ouverture. De loin, cela m'avait semblé facile. Esprit de l'Irlande, qu'attendiez-vous pour m'aider? J'avais si grand besoin d'être secouru. Il me transperça de ses 2 yeux aigus, durs comme de l'acier. « Allons, allons. » « Bien sûr, je ne suis qu'un simple étudiant, » dis-je avec un sourire imbécile. « À peine mieux qu'un curieux. Pourtant, il m'est apparu que vous avez été un peu sévère à propos de Weissmann dans cette affaire. Est-ce que depuis cette date, la position de Weissmann n'a pas été renforcée par de nombreux témoignages ?» ?»« Quels témoignages ?» Il parlait avec un calme menaçant. Eh bien, naturellement, je sais qu'il n'y en a aucun auquel vous pourriez attribuer la qualité de preuve définitive. Je faisais simplement allusion à la tendance générale de la pensée moderne et au point de vue de la science prise collectivement, si j'ose ainsi m'exprimer. Il se pencha en avant avec une grande gravité. « Je suppose que vous savez, dit-il en comptant sur ses doigts, que l'indice crânien est un facteur constant. Naturellement. Et que cette télégonie est encore sub judice. Sans aucun doute. Et que le protoplasme du germe est différent de l'œuf parthénogénétique. Mais voyons, sûrement. J'étais tout émoustillé par ma propre audace. Mais qu'est-ce que cela prouve? Ah, en vérité, qu'est-ce que cela prouve? Vous le dirai-je. Je vous en prie. Cela prouve que vous êtes le plus répugnant imposteur de Londres, un journaliste de l'espèce la plus vile, la plus rampante, et qui n'a pas plus de science que de décence. Il s'était dressé sur ses pieds. Une rage folle étincelait dans son regard. Même à ce moment de tension entre tous, je trouvais le temps de m'étonner parce que je découvrais qu'il était de petite taille. Sa tête me venait à l'épaule. Le professeur était une sorte d'Hercule rabougri dont la vitalité sensationnelle s'était réfugiée dans la profondeur, dans la largeur et dans le cerveau. « Du baragouin !» s'écria-t-il en se penchant toujours plus avant, avec sa figure et ses doigts projetés vers moi. « Voilà ce que je vous ai raconté, monsieur, du baragouin scientifique. Aviez-vous donc cru que vous pourriez rivaliser avec moi en astuce, vous qui n'avez qu'une noix à la place du cerveau? Ah, vous vous croyez omnipotent, vous gribouilleurs de l'enfer. Vous vous imaginez que vos louanges peuvent faire à un homme et
vos critiques le démolir. Ah, nous devrions tous nous incliner devant vous dans l'espoir d'obtenir un mot favorable, n'est-ce pas? De celui-ci on se paie la tête et à celui-là on adresse une verte semonce. Je vous connais, vermine rampante. Vous outrepassez constamment vos limites. Il fut un temps où on vous coupait les oreilles. Vous avez perdu le sens des proportions, sac bourré de vent. Je vous maintiendrai dans vos limites, moi. Non, monsieur, vous n'avez pas eu George Edward Challenger. Il y a encore un homme qui ne se soumet pas. Il vous a averti. Mais par le Seigneur, si vous venez, tant pis, c'est à vos risques et périls. Un gage, mon bon monsieur Malone. Je réclame un gage. Vous avez joué un jeu assez dangereux et vous avez tout l'air d'avoir perdu. Un instant, monsieur, dis-je, faisant retraite vers la porte et l'entr'ouvrant. Vous pouvez être aussi grossier que cela vous plaît, mais il y a tout de même des bornes, vous ne me toucherez pas. Ah, je ne vous toucherai pas. Il avançait vers moi d'une façon tout à fait menaçante, mais il s'arrêta brusquement et enfouit ses grosses mains dans les poches latérales d'une courte veste d'enfant. Il poursuivit. J'ai déjà jeté à la porte de cette maison plusieurs d'entre vous. Vous seriez le 4e ou le 5e. 3 livres 15 shillings chacun, voilà ce qu'ils m'ont coûté en moyenne. Cher, mais indispensable. Dans ces conditions, monsieur, pourquoi ne subiriez-vous pas le même traitement que vos confrères? Il me semble au contraire que vous le méritez. Il repartit sur moi. Il avait une façon de marcher en relevant les orteils qui s'apparentait à celle d'un maître à danser. J'aurais pu déguerpir et foncer vers la porte du vestibule, mais j'aurais eu honte. Par ailleurs, une juste colère commençait à s'allumer en moi. Jusqu'ici, je m'étais senti dans mon tort. Les menaces de ce challenger me ramenèrent dans mon bon droit. « Je vous recommande de ne pas me toucher, monsieur, je ne le supporterai pas. »« Mon Dieu !» s'exclama-t-il en relevant sa moustache, qui découvrit un croc blanc prêt à mordre. « Vous ne le supporteriez pas, hein ?» Ne faites pas l'idiot, professeur. Qu'est-ce que vous espérez? Je pèse 100 kilos et chaque kilo est aussi dur qu'une pierre. Je joue 3/4 centre tous les samedis chez les Irlandais de Londres. Je ne suis pas homme. Ce fut à cet instant qu'il se rua sur moi. Par chance, j'avais ouvert la porte, sinon nous serions passés à travers. Nous exécutâmes ensemble un magnifique soleil dans le corridor. Je ne me rappelle pas comment nous attrapâmes une chaise au passage, dans notre mêlée, ni comment nous nous engageâmes avec elle vers la rue. J'avais de sa barbe plein la bouche, nos bras étaient étroitement liés dans un corps à corps que compliquait encore cette maudite chaise dont les pieds s'acharnaient à nous faire des crocs en jambes. L'attentif Austin avait ouvert toute grande la porte du vestibule. Une sorte de saut périlleux nous fit dégringoler les marches ensemble. J'ai vu au cirque 2 acrobates s'essayer à une gymnastique semblable, mais il faut sans doute beaucoup d'entraînement pour la pratiquer sans se faire mal. La chaise se réduisit en allumette et nous roulâmes jusque dans le caniveau. Il se remit debout, agita ses poings, il respirait péniblement comme un asthmatique. « Ça vous suffit ?»« Taureau de l'enfer !» criai-je en me relevant. Séance tenante, nous aurions repris le combat tant son humeur batailleuse était effervescente. Mais par bonheur, je fus sauvé d'une situation odieuse. Un policeman se tenait à côté de nous, son calepin à la main. « Qu'est-ce que c'est ? Vous devriez avoir honte !» dit l'agent. C'était la remarque la plus sensée que j'eusse entendue dans Anmore Park. « Alors » insista-t-il en se tournant vers moi. « De quoi s'agit-il ?»« Cet homme m'a attaqué, » répondis-je. « L'avez-vous attaqué ?» interrogea le policeman. Le professeur soufflait comme un forgeron et se tut. « Ce n'est pas la première fois, » dit sévèrement le policeman en secouant la tête. « Vous avez eu des ennuis le mois dernier pour les mêmes faits, et vous avez mis l'œil de ce jeune homme au beurre noir. Portez-vous plainte contre lui, monsieur. » Je me laissai attendrir. « Non, je ne porte pas plainte. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda le policeman. « Je suis moi-même à blâmer, je me suis introduit chez lui, il m'avait loyalement averti. »
Le policeman referma son calepin. « Ne recommencez plus. Et maintenant, filez. Allons, mais filez !» Cela s'adressait à un garçon boucher, à une cuisinière ainsi qu'à 2 badauds qui s'étaient rassemblés. Il descendit la rue de son pas lourd en poussant devant lui ce petit troupeau. Le professeur me lança un coup d'œil. Dans ce regard, je crus discerner un reflet d'humour. « Rentrez, je n'en ai pas encore terminé avec vous. » L'intonation était sinistre, mais je ne l'en suivis pas moins. Le domestique Austin, un vrai visage de bois, referma la porte derrière nous. Chapitre 4. La chose la plus formidable du monde. À peine la porte était-elle refermée que Madame Challenger s'élança de la salle à manger. Cette petite bonne femme était d'humeur furieuse. Elle barra la route à son mari comme l'aurait fait devant un taureau une poulette enragée. De toute évidence, elle avait assisté à ma sortie, mais elle ne m'avait pas vu rentrer. « Tu n'es qu'une brute, Georges ! Tu as blessé ce gentil garçon !» Il pointa son pouce derrière lui. « Regarde-le, il est sain et sauf. » Elle était confuse, mais pas tellement. « Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.